Bien, bonjour. Nous allons continuer notre exploration des rapports entre la théorie grammaticale et l'étude de l'acquisition du langage. Je voudrais reprendre quelques thèmes qu'on a un peu discutés la semaine dernière et développer un peu la discussion. Donc, on a identifié deux stratégies complémentaires pour la recherche sur l'acquisition. Une première stratégie qui est tout à fait évidente et qu'on appelait stratégie prospective. C'est une stratégie qui part de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial, donc ce que l'enfant sait, les capacités que l'enfant, le bébé en effet, a sur le langage à la naissance, et puis on prend des photos successives des capacités cognitives suivant le développement. J'ai un tout petit peu parlé de cette perspective la semaine passée. Aujourd'hui, nous avons une grande spécialiste de l'étude de l'état cognitif initial, Judith Gervine, qui va nous parler de manière spécifique de ses études dans ce domaine. La deuxième perspective, on l'appelait rétrospective parce qu'on va un peu en arrière, si vous voulez. On part de l'étude de l'état cognitif stable, la connaissance adulte de la langue, et ici c'est la contribution qui peut venir directement des études de théorie grammaticale, qui nous donnent des éléments précis pour étudier la compétence adulte, n'est-ce pas ? Et entre autres, ces études nous montrent que le système de la connaissance adulte de la langue est un système extraordinairement complexe. Donc, cette perspective nous donne immédiatement la mesure de la complexité de la tâche à laquelle chaque enfant est confronté, c'est-à-dire déterminer les propriétés, acquérir un système d'une grande complexité. Donc, je vais passer pas mal de temps sur cette deuxième perspective. Nous avons considéré certaines propriétés de la grammaire adulte, et en particulier une propriété très très générale et très importante, c'est-à-dire l'observation que les structures linguistiques sont organisées hiérarchiquement, c'est-à-dire les éléments d'une phrase, par exemple, nous sont présentés comme des suites linéaires, des suites où les éléments sont l'un après l'autre fondamentalement, mais l'organisation importante qui régit tous les comportements grammaticaux-significatifs est un autre type d'organisation, est une organisation hiérarchique, verticale. L'exemple qu'on a donné, le premier exemple qu'on a discuté pour illustrer ce point, c'est un exemple classique, c'est l'exemple discuté par Chomsky dans son débat avec Jean Piaget dans la fameuse rencontre de Royaumont. C'est-à-dire le fait qu'il y a dans le langage des règles de mouvement, et ces règles de mouvement respectent systématiquement la structure hiérarchique de la phrase. Donc l'exemple, je vous le rappelle, avait à voir avec la formation de questions oui-non en anglais. Vous prenez une déclarative comme 1A, the man who is here is happy. Vous essayez de construire une question. Il y a une contrainte de localité qui dit aller chercher l'auxiliaire le plus proche de la partie initiale de la phrase. Et cette contrainte est calculée sur des structures hiérarchiques, non pas sur des structures linéaires. Donc tous les locuteurs forment la question oui-non qui correspond à la déclarative 1A comme un 1B, is the man who is here happy, où l'occurrence de l'auxiliaire ou copule est la deuxième, non pas la première. Et personne n'envisage la possibilité 1C, is the man who here is happy, totalement impossible, comme on l'a vu. Mais évidemment, si les locuteurs envisageaient la possibilité d'une stratégie linéaire pour décider lequel de ces verbes est le plus proche du début de la phrase, 1C serait une hypothèse tout à fait raisonnable, mais personne n'envisage ce genre d'hypothèse. Non seulement les adultes ne l'envisagent pas, les enfants ne l'envisagent pas non plus.
on a discuté un peu les résultats expérimentaux de Crane et Nakayama qui montraient que aussitôt qu'on arrive à tester avec des enfants anglophones la formation de questions, les enfants répondent systématiquement avec des structures comme 1B, non pas avec des structures comme 1C. On a vu que ces structures sont difficiles, donc les enfants font beaucoup d'erreurs, mais le point essentiel est qu'aucun enfant n'envisage, aucun des exemples qui ont été élicités, qui ont été obtenus dans l'expérience de Crane et Nakayama, aucun exemple ne correspond à la structure 1C. Et on voit immédiatement pourquoi, si on pense à la structure hiérarchique, vous avez une structure d'arbre comme celle-ci, où, en effet, il y a une configuration complexe, sujet-prédicat, donc vous avez, c'est mieux peut-être d'utiliser ici, oui, vous avez un sujet qui est modifié par une phrase relative, et puis il y a l'occurrence principale du verbe être, et en termes de distance hiérarchique, il est clair que cette occurrence de être est plus proche de l'attracteur en position initiale que l'occurrence de être qui se trouve à l'intérieur de la relative, qui est enchâssée dans une structure complexe. Okay, donc ça, c'était l'argument qu'on a donné. En effet, si on regarde différents types d'arguments et différentes méthodologies, on trouve toujours la même indication, c'est-à-dire que les structures sont organisées de manière hiérarchique. Ici, je voudrais mentionner un résultat obtenu par des techniques totalement différentes par Andrea Moro et son groupe dans un paradigme expérimental qui utilise l'imagerie cérébrale. Le résultat, comme vous le verrez, est exactement le même. Alors, ce que Moro et collaborateurs ont fait, c'est de tester la capacité d'apprentissage de règles possibles, règles linguistiques possibles, règles linguistiques impossibles. Qu'est-ce que ça veut dire, règles linguistiques possibles? Ce sont des règles qu'on trouve dans les langues naturelles, qui ont des caractéristiques qui les permettent dans les langues humaines. Des règles impossibles sont des règles apprenables, on peut les apprendre, comme on peut apprendre n'importe quelle règle arbitraire d'un jeu, par exemple, d'un jeu de société, mais c'est des règles qui ne respectent pas les propriétés fondamentales qu'on trouve dans les langues naturelles. Donc aucune langue naturelle n'utilise cette deuxième classe de règles. Donc ce que ces auteurs ont fait, Moro et al. Ont fait, c'était de faire apprendre des grammaires artificielles, des fragments de grammaire artificielle à certains locuteurs monolingues pour voir ce qui se passe dans le courant de cet apprentissage en termes d'activation cérébrale. Voilà donc un exemple de règles possibles. Par exemple, ici j'ai utilisé des morphèmes, des mots du français pour illustrer cela. On peut trouver des langues où, pour former la négation d'une phrase, on met un élément négatif entre le syntagme nominal sujet et le syntagme verbal prédicat. Donc, par exemple, l'italien fonctionnerait comme ça. Si vous voulez faire la négation de Jean mange le gâteau, vous mettez un élément négatif, non, en italien, exactement dans cette position. Et ça peut être le deuxième mot de la phrase, ou le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième, selon la longueur du sujet, n'est-ce pas? Donc ça respecte la structure. Le sujet, ensuite, le marqueur de négation. Voilà une règle impossible, une règle qui dirait l'élément négatif est toujours le quatrième mot de la phrase. Donc, si vous prenez une phrase comme « le garçon mange le gâteau », dans cette situation, la négation serait placée ici. Donc, le garçon mange, marqueur négatif, le gâteau. Si vous avez « le beau garçon mange le gâteau », le marqueur négatif serait ici. Le beau garçon, marqueur négatif, mange le gâteau, etc. Jean mange le gâteau, Jean mange le, marqueur négatif, gâteau, etc. Okay? Vous voyez que c'est une règle très facile à apprendre. On peut très facilement programmer un ordinateur pour apprendre cette règle. Nous pouvons l'apprendre
comme nous apprenons les règles d'un jeu de société, par exemple. Mais aucune langue naturelle ne marche comme ça. La langue naturelle marche plutôt comme dans le premier exemple. Alors, ce que ces auteurs ont fait, c'est de tester à l'IRM fonctionnel l'activation du circuit linguistique, et en particulier de l'aire de Broca, quand ces locuteurs apprenaient progressivement par des sessions d'entraînement successives des règles possibles et des règles impossibles. Le résultat est que dès que l'apprentissage s'améliorait, l'aire de Broca était de plus en plus impliquée pour les règles possibles et de moins en moins impliquée pour les règles impossibles. Ce qui est montré par des schémas comme les suivants. Ici, vous voyez que la séquence de points noirs monte toujours. Pour chaque figure correspond à un individu, n'est-ce pas? Donc, les points noirs correspondent à l'apprentissage d'une règle possible. Les points blancs correspondent à l'apprentissage d'une règle impossible. Donc, vous voyez que dès que l'apprentissage s'améliore, l'aire de Broca, qui est ici, est de plus en plus activée, de plus en plus impliquée. Donc, évidemment, conclusion de ces auteurs, dès qu'il y a une règle possible, le circuit linguistique est immédiatement engagé. Si les locuteurs apprennent une règle impossible, très vite, ils arrivent à la conclusion, bon, ce n'est pas une règle linguistique, c'est autre chose. Et ils n'utilisent plus le circuit linguistique. Et ça, c'est la conclusion tirée par Moro et collaborateurs. Vous voyez, techniques totalement différentes par rapport à ce qu'on a vu avec Crane, etc. Mais la conclusion est la même. Les règles possibles sont les règles qui respectent la structure, et les règles qui respectent la structure engagent typiquement le circuit du langage, en particulier la zone de Broca, l'aire de Broca. Ces deux exemples qu'on a donnés concernent la syntaxe pure, le mouvement, dans le cas de la formation de questions, la position de la négation, mais la structure hiérarchique concerne aussi l'interprétation. En effet, elle détermine l'interprétation de la phrase. L'interprétation de la phrase est déterminée de manière très directe par l'organisation hiérarchique, et on voit cela en discutant d'un petit phénomène qui est souvent discuté en linguistique, qui est l'effet de coréférence ou de non-coréférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons les pronoms dans les langues naturelles. Dans certaines configurations, les pronoms peuvent se référer à certains individus auxquels aussi des expressions nominales se réfèrent. Prenez une phrase comme un, ici. Je vous demande de tester vos propres intuitions au fur et à mesure que je présente les phrases dans votre langue naturelle, quelle qu'elle soit, pour voir si vous êtes d'accord avec les jugements ici. Ici, c'est un jugement très simple et très clair. Dans une phrase comme un, Jean est content quand il rentre à la maison, il peut se référer à Jean, n'est-ce pas? Donc nous pouvons avoir une interprétation où la phrase veut dire Jean est content quand Jean rentre à la maison. Il est possible aussi d'avoir une autre interprétation. Il pourrait se référer à Pierre, dont on a parlé avant, par exemple. Mais l'interprétation coréférentielle est possible. Remarquez que la coréférence ici est notée simplement en mettant de petits indices sous les éléments. Donc, quand deux éléments portent le même index, ils se réfèrent au même individu. Donc, dans le domaine du discours, il y a un individu qui s'appelle Jean, et le terme Jean se réfère à cet individu. Le pronom il peut se référer à cet individu. Or, cette possibilité n'est pas, on ne la trouve pas dans certaines configurations syntaxiques. Prenez une configuration comme 2. Il est content quand Jean rentre à la maison. Ici, si vous réfléchissez à l'interprétation, il est clair que il doit se référer à quelqu'un d'autre, à Pierre, qui est saillant dans le discours, mais pas à Jean. L'interprétation coréférentielle devient impossible. Donc nous voyons très très clairement des possibilités ou impossibilités interprétatives par rapport à des phrases de ce type. Nous n'avons pas d'accès introspectif au mécanisme. Nous ne savons pas, si nous regardons en nous-mêmes, nous voyons le résultat d'une certaine computation, mais pas les mécanismes à l'œuvre, pour ainsi dire.
Donc, il faut se poser la question, il faut faire des hypothèses sur la nature de ces mécanismes. Quand je faisais des cours de première année à l'université, je posais toujours la question à mes étudiants, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la règle que vous respectez et qui fait la différence entre 1 et 2? Il y avait, on ne veut pas le faire parce qu'on n'a pas assez de temps ici, mais il y avait toujours plusieurs réponses, certaines très simples, certaines très tordues, mais quelqu'un proposait toujours la solution indiquée en 3. C'est-à-dire que la règle en question est une règle linéaire. Il faut d'abord introduire un référent par un nom, par exemple, et ensuite on peut le reprendre par un pronom. Donc, cette séquence blablabla, nom, blablabla, pronom, admet la coréférence. Cette autre séquence, blablabla, pronom, blablabla, nom, n'admet pas la coréférence. Okay? C'est une règle très naturelle qui marche dans un bon nombre de cas, mais ce n'est pas la vraie règle. La vraie règle est nécessairement hiérarchique. On peut s'en rendre compte si on considère littéralement une infinité d'exemples qu'on a en français ou dans d'autres langues naturelles où le pronom précède le nom et néanmoins la coréférence est possible. Prenez un exemple comme 4. Quand il rentre à la maison, Jean est content. Là, il est tout à fait possible d'interpréter il comme Jean, même si le pronom précède le nom. Je vous demande toujours de tester vos propres intuitions. Alors, comment caractériser la différence entre 4 et 2? Il est content quand Jean rentre à la maison, qui exclut totalement l'interprétation coréférentielle. Eh bien, la structure linéaire ne suffit pas, évidemment. Il faut quelque chose de plus. Il faut penser à une structure hiérarchique. Alors, ici, il faut introduire la relation hiérarchique fondamentale qui régit le comportement de la forme et de l'interprétation dans les langues naturelles, dans la mesure où l'interprétation dépend de la syntaxe. Et c'est la relation de ces commandes. Ces commandes veut dire commande de constituants. C'est une relation introduite par Tanya Reinhardt dans sa thèse d'MIT dans les années 70. Alors, l'essentiel à retenir est que la relation de ces commandes est satisfaite entre deux éléments alpha et bêta dans une configuration de ce type. C'est-à-dire quand alpha est assemblé avec un autre nœud et cet autre nœud contient bêta. Dans cette configuration, on a ces commandes. On peut dire que alpha, c'est commande bêta. Il y a plusieurs définitions qui diffèrent un tout petit peu comme conséquence formelle, mais il suffit de retenir ici l'idée générale. Quelques années après, ou en effet la même année, Howard Lasnik, un linguiste américain, a eu l'idée d'utiliser la notion de ces commandes pour traiter le problème de la coréférence et non-coréférence. Il a dit la seule configuration qui n'admet pas la coréférence est celle-ci, c'est-à-dire une configuration où le pronom s'écommande le nom. Dans toutes les autres configurations, on peut avoir coréférence, mais dans cette configuration, la coréférence est interdite. C'est ce qu'on appelle l'effet de non-coréférence, qu'on a essayé de dériver de principes plus profonds, plus naturels. Donc, en effet, c'est un théorème, il faut le traiter comme un théorème, mais pour nous, il est suffisant d'observer qu'il y a un effet de non-coréférence lié à une certaine configuration hiérarchique. Alors, on voit tout de suite comment ce type de principe, donc la combinaison Reinhardt-Lasnik, rend compte de la non-coréférence dans les cas qu'on a envisagés avant. Dans « Il est content quand Jean rentre à la maison », il est le sujet de la phrase principale, donc il s'écommande tout le reste de la structure. J'ai indiqué ici, encerclé en rouge, le domaine de sécommande du pronom, le domaine qui est sécommandé par le pronom. Donc en particulier, cette partie sécommandée par le pronom contient le nom, Jean, et donc, d'après le principe de Lasnik, la coréférence est impossible. Par contre, dans l'exemple, quand il rentre à la maison, Jean est content, le pronom « il » n'est sujet que d'une phrase subordonnée antéposée en position initiale, donc il ne se commande que son propre prédicat,
rentre à la maison. Il ne se commande pas en particulier le sujet de la principale, qui se trouve à l'extérieur de la partie encerclée. Donc ici, la coréférence est possible. Conclusion de Lasnik, donc en utilisant la C-commande, on arrive à exprimer de manière précise les contextes où la coréférence est possible, les contextes où la coréférence est impossible. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs tentatives intéressantes de dériver cela de principes plus profonds et plus plausibles, comme principes primitifs de la faculté du langage. Reinhardt a travaillé là-dessus, Chomsky a travaillé là-dessus, mais pour nous, il est suffisant de garder les choses à ce stade. Maintenant, que font les enfants ? Est-ce que les enfants sont sensibles à ce genre de propriétés ? Réponse oui. C'est des structures complexes, évidemment. Donc, on arrive à tester les enfants qu'à partir d'un certain âge, disons 4 ans environ, peut-être un tout petit peu avant. Mais je voudrais en particulier faire référence ici au travail de Teresa Guasti et Gennaro Chier. Teresa Guasti sera notre conférencière la semaine prochaine. Gennaro Chier, qui est un grand spécialiste de sémantique formelle. Alors, ce que ces auteurs ont fait, c'est de tester des enfants entre 4 et 5 ans avec des exemples de ce type en italien. Je vais commenter l'exemple tout de suite. Dans une tâche de jugement de valeur de vérité, c'est-à-dire, quelle est la tâche ? Une petite scène est présentée à l'enfant et puis l'enfant entend une phrase. Parfois, la phrase correspond à la scène, parfois, la phrase ne correspond pas à la scène. Okay ? Et l'enfant est capable de dire oui, c'est bon ou c'est pas bon. Évidemment, il faut créer une atmosphère de jeu pour que l'enfant soit intéressé à ce genre de choses. Alors, les résultats obtenus par Guasti qui sont les suivants. Donc, à partir d'une phrase comme 3, mentre ballava, il pagliaccio suonava la chitarra, donc pendant qu'il dansait, le clown jouait la guitare. Remarquez que l'italien a un pronom nul, représenté ici par ce pro, qui est un pronom non prononcé, en effet, tandis que le français a le pronom réalisé. On reviendra sur cette différence la semaine prochaine. Vous voyez, dans 94 de cas, l'enfant disait oui, c'est possible d'avoir coréférence. Évidemment, il ne disait pas exactement ça, mais on lui présentait une scène où il n'y avait qu'un personnage, le clown, qui dansait et qui jouait la guitare. Donc, s'il disait que dans cette scène où le clown fait les deux choses, cette scène est décrite correctement par la phrase « Pendant qu'il dansait, le clown jouait la guitare ». Mais pour dire que la description est correcte, il faut pouvoir avoir l'interprétation coréférentielle ici entre le pronom et l'expression nominale. Tandis que si on testait les enfants de la même manière avec la phrase 4, « ballava mentre il pagliaccio suonava la chitarra », donc il dansait pendant que le clown jouait la guitare, vous voyez que 89%, dans 89% des cas, l'enfant disait non, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon ? À cause du principe de Lasnik, qui fait qu'il ne peut pas y avoir de coréférence ici. Donc le pronom doit se référer à quelqu'un d'autre. Donc il faut au moins 2 personnages ici pour qu'une situation soit correctement décrite par cette phrase. Donc les enfants, tôt, arrivent à sont sensibles au principe de Lasnik. Et ceci vaut de manière très générale pour tous les cas de dépendance référentielle entre expressions. Prenons ici des cas qui tombent sous le nom de théorie du liage, des effets de liage, comme les suivants. Prenez une phrase, par exemple, qui implique un réfléchi, ce que les linguistes appellent volontiers des anaphores, des éléments anaphoriques. Donc, d'une phrase comme 1A, le voleur se reconnaît dans la photo. Ici, si vous réfléchissez un instant à l'interprétation, ce ne peut être interprété comme se référant au voleur, n'est-ce pas ? La phrase ne peut que vouloir dire le voleur reconnaît le voleur dans la photo. Ne pourrait pas vouloir dire le voleur reconnaît
quelqu'un d'autre, le policier dans la photo, évidemment, n'est-ce pas? Donc, cette dépendance référentielle est obligatoire avec les anaphores. On peut exprimer ça par un principe, appelé principat de la théorie du liage, qui dit que les anaphores, comme les réfléchis, exigent un antécédent local. Donc, ils ont besoin d'une expression locale, donc à proximité, qui détermine leur propriété interprétative, fondamentalement. Les pronoms ont des exigences qui sont un peu l'image miroir. Pensez à l'interprétation de 1b, le voleur le reconnaît dans la photo. Cette phrase admet une infinité d'interprétations. Le peut se référer à Pierre, Antoine, etc., n'est-ce pas? Des référents qui sont présents dans le contexte, qui sont saillants dans le contexte, mais il ne peut pas se référer au voleur. La phrase ne veut pas vouloir dire le voleur reconnaît le voleur dans la photo, n'est-ce pas? C'est la seule interprétation qui est exclue. Donc il y a entre anaphore et pronom cette complémentarité systématique. On a un principe pour les pronoms qui est l'image miroir du principe pour les anaphores. Les pronoms excluent un antécédent local, fondamentalement. Donc les anaphores exigent un antécédent local, les pronoms excluent un antécédent local. Mais comment on calcule la localité? Toujours de manière hiérarchique, toujours en utilisant la C-commande. Comparez les exemples simples qu'on vient de discuter à des exemples complexes comme 2A, 2B. Le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo. Alors ici, réfléchissez un instant à cet exemple. Ce, évidemment, ne peut pas se référer au voleur, même si le voleur est adjacent, est tout près en termes de structure linéaire, mais il ne peut que prendre comme antécédent le témoin qui se trouve à plus grande distance linéaire. Et donc il y a une inversion par rapport aux propriétés interprétatives de la phrase simple. Également pour le pronom. Réfléchissez un instant à l'interprétation de 2b. Le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo. Réfléchissez un instant. Le, ici, peut éventuellement se référer au voleur. Donc la structure peut vouloir dire le témoin qui a vu le voleur reconnaît le voleur dans la photo. C'est une interprétation possible. Et donc ici, à première vue, on viole l'exigence d'impossibilité d'un antécédent local qu'on avait vu dans la phrase simple. Mais évidemment, il n'y a aucune violation. Cette inversion est due simplement au fait qu'on teste ces structures, disons, on assigne une interprétation à ces structures sur la base de leur organisation hiérarchique. Et la notion d'antécédent se définit en termes de ces commandes. Donc, alpha peut compter comme antécédent de bêta quand ils sont dans une relation de ces commandes. Voilà quelle est la représentation structurale. Donc, dans la phrase simple, si l'antécédent doit sécommander l'anaphore, le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur, tout ce syntagme nominal, sécommande l'anaphore, donc il peut jouer comme antécédent de l'anaphore, tandis que dans le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur est profondément chassé ici, donc il n'est pas capable de sécommander l'anaphore, évidemment, qui se trouve dans une structure supérieure, pour ainsi dire, dans l'arbre, et donc cette expression n'est pas prise en compte comme antécédent possible de l'anaphore, tandis que tout le syntagme nominal sujet, le témoin qui a vu le voleur, est dans une configuration, dans la bonne configuration, dans la configuration de ces commandes. Même chose pour le cas du pronom. Dans le voleur le reconnaît dans la photo, aurait le voleur comme antécédent s'ils avaient le même index, ce qui est exclu par le principe du liage des pronoms. Tandis que dans la structure complexe, le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo, le voleur ne peut pas avoir le rôle d'antécédent de le parce qu'il ne se commande pas le. Et donc, ils peuvent avoir le même index. Aucun principe n'est violé si on a l'interprétation exprimée par cette assignation
d'indices. Okay? Il faut faire un peu de gymnastique, rapidement passer d'un signe plus à un signe moins quand on passe des anaphores au pronom, mais bon, vous arriverez, en réfléchissant à ces exemples, vous arriverez à voir que le système est cohérent et que, de manière cruciale, il fait référence aux structures à des configurations syntaxiques de ce type, à des structures hiérarchiques avec ces caractéristiques. Maintenant, que font les enfants? Là, il y a une littérature très vaste qui montre qu'à l'âge de 3 ans, l'enfant maîtrise les contraintes structurales du principe pour les anaphores et pour les pronoms, au moins dans certaines langues, au moins dans des langues comme le français, par exemple, comme l'italien, où il y a des pronoms clitiques. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'anglais, dans une structure comme 1, while the clown was sitting down, Roger Rabbit covered himself. Les enfants interprètent himself comme ayant Roger Rabbit comme antécédent, non pas, par exemple, le clown, de manière systématique, en utilisant ces techniques que j'ai dit. En ce qui concerne le pronom, principe B, il est aussi respecté aussi strictement dans des langues avec l'éclitique. Là, il y a une différence intéressante entre des langues avec l'éclitique, ce sont les petits pronoms comme le, la, etc., en français, en italien, etc., les langues romanes, fondamentalement. Et là, les pronoms se comportent exactement comme il est attendu au niveau de l'acquisition. Dans des langues qui utilisent des pronoms forts, comme him, en anglais par exemple, on observe des perturbations, on observe quelques complexités dans l'acquisition de ces structures, mais rien qui mettrait en cause la nature hiérarchique des représentations sur lesquelles ces propriétés sont calculées. Donc, pour les principes de liage, qu'on vient d'illustrer très rapidement, la conclusion est la même. On a besoin des représentations hiérarchiques. La prochaine question est un peu plus profonde, c'est-à-dire pourquoi? Okay? Donc, d'accord, on a ces représentations hiérarchiques, on les voit apparaître partout, mais pourquoi on est forcé à attribuer des représentations hiérarchiques aux structures d'une langue naturelle? Ici, je crois que la réponse, ou au moins une partie de la réponse, consiste à lier deux questions. La question de l'organisation hiérarchique et le point 1, ici, qui est une propriété fondamentale, centrale, extrêmement importante des langues naturelles. Le fait que le langage humain a une portée illimitée. Le fait que nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, fondamentalement. Le fait que quand nous parlons, nous sommes constamment confrontés à des phrases que nous n'avons jamais entendues avant, et néanmoins, nous les comprenons. Cette question est très basique, très fondamentale et a une longue histoire. On peut remonter au moins à Descartes, mais certainement avant aussi. Dans le discours de la méthode, Descartes a discuté de la différence entre l'homme, l'enfant et les autres animaux par rapport à cette propriété. Voilà ce fameux passage du discours de la méthode, car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées, et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être qui fasse le semblable. Donc les animaux, aussi intelligents qu'ils soient, ne sont pas capables de faire cela. L'homme, même le plus stupide, politically correct, ce n'était pas essentiel à l'époque, on pouvait utiliser certains termes, mais bon, en tout cas, l'idée est très claire. Et puis, Descartes continue, il n'est pas croyable qu'un perroquet qui soit de plus parfait de son espèce n'égalât en cela un enfant de plus stupide, si leur âme n'était d'une nature du tout différente de la nôtre. Donc leur âme, disons, capacité cognitive, nature en ce sens, qu'on peut définir de manière moderne, ensemble de capacités cognitives, ce ensemble de capacités cognitives n'était pas
totalement différentes que nos capacités. Plus ou moins dans les mêmes années, ce même thème avait été évoqué par Galilée, Galileo Galilei, donc dans son fameux dialogue qui est voué à la physique, à l'astronomie évidemment, mais il parle de toutes sortes de choses. Galilée se pose cette question du caractère illimité du langage de manière un peu indirecte, en parlant de l'écriture. Donc le contexte ici est la discussion sur quelle est la plus grande invention, la plus grande manifestation des capacités humaines. Donc on évoque la peinture, la sculpture, Michelangelo, etc., etc. Mais l'un des participants au dialogue dit non, en effet, il faudrait peut-être considérer la possibilité que la plus grande invention de l'humanité soit le système d'écriture, l'écriture alphabétique. Donc, prenons la traduction française, mais au-delà de toutes ces stupéfiantes inventions, de quelle supériorité d'esprit témoigna celui qui trouva le moyen de communiquer ses pensées les plus cachées, i suoi più reconditi pensieri, ça sonne mieux en italien, je crois, en tout cas pour moi. À n'importe qui d'autre, fût-il très éloigné dans l'espace et le temps, et avec quelle facilité, en assemblant diversement 20 petits caractères sur une feuille de papier. Donc, on peut exprimer ses pensées les plus cachées et les communiquer à distance avec un système extraordinairement simple, même banal. Il y a une vingtaine de caractères, on les met ensemble sur une feuille de papier et on est capable de communiquer n'importe quelle pensée secrète ou cachée. Évidemment, ici, Galilée, il dit très bien, il s'agit d'une invention. L'écriture est une invention. Mais c'est une invention, donc un produit culturel, qui est fondé sur une découverte. La découverte du fonctionnement de l'objet naturel, le langage. Le fait que le langage est fondé sur la combinatoire. Sur la combinatoire, d'abord, d'un petit inventaire de sons, ensuite de quelques milliers de morphèmes, ensuite de plusieurs milliers de mots, ensuite d'une infinité de syntagmes possibles, fondamentalement. Donc la combinatoire est à la base de tout le système et de cette extraordinaire caractéristique de ce système qui est de s'étendre à n'importe quelle nouvelle phrase. Il y a cette fameuse phrase de von Humboldt, selon laquelle la langue doit faire un usage infini de moyens finis. Il y a des moyens finis, un nombre fini de sons, par exemple, un nombre fini de mots, etc. Mais la langue est capable d'en faire un usage infini. Alors, Chomsky a repris ces idées dès le début de sa réflexion. Ici, vous voyez le très jeune, assez jeune Chomsky au début des années 60. Il dit, par exemple, ce qui est indiqué ici, le fait central que n'importe quelle théorie significative doit pouvoir faire est le suivant. Un locuteur adulte peut produire une nouvelle phrase dans sa langue, dans l'occasion appropriée, et d'autres locuteurs peuvent la comprendre immédiatement, même si elle est totalement nouvelle pour eux aussi. Une fois que nous avons maîtrisé une langue, la classe de phrases avec lesquelles nous pouvons opérer est tellement large qu'on peut la regarder comme infinie. Voilà, et cette idée est restée tout à fait constante dans tout le travail de Chomsky. Si j'ai cité son livre des années de 2016, en effet, avec Robert Berwick, sur l'évolution du langage, et il a même décidé de définir cette propriété, the basic property of human language. Donc, la propriété basique est ce caractère infini des structures qu'on peut déterminer dans une langue. Alors, comment aborder ces propriétés? La grande contribution de Chomsky a été de proposer une méthode précise pour traiter
le caractère illimité du langage. Et ici, j'ai cité 3 publications des années 50. La thèse de Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, qui n'a été publiée que beaucoup plus tard, un travail extraordinairement ambitieux, extraordinairement difficile à lire, en effet totalement illisible à l'époque, au point que quelqu'un dit à Chomsky, écoute, si tu veux que ces idées si nouvelles aient un impact, tu dois écrire quelque chose de plus accessible. Chomsky a écrit, a publié en 1957, Syntactic Structures, un petit livre qui est une sorte de résumé des idées de sa thèse, un tout petit résumé. Puis, a cité aussi, parmi ses publications extrêmement importantes des années 50, le compte-rendu de l'ouvrage de Skinner, Verbal Behavior, dont on a parlé la dernière fois. Et cet ensemble de contributions est un peu considéré l'un des points de naissance des sciences cognitives, avec d'autres événements importants des années 50, évidemment, dans le domaine de la psychologie. En effet, en particulier, le type d'approche proposée par Chomsky s'est révélé susceptible d'être étendu à d'autres capacités cognitives. L'approche, fondamentalement, est celui selon lequel une capacité, les capacités linguistiques peuvent être comprises comme possession d'une capacité computationnelle. Donc il y a une petite machine qui calcule des structures, fondamentalement. Savoir une langue veut dire avoir cette machine représentée dans son esprit et certainement dans son cerveau, et cette machine calcule tacitement des représentations linguistiques sur un domaine illimité. Et cette approche computationnelle s'est révélée accessible à être exportée à d'autres domaines de sciences cognitives. Donc, par exemple, la vision a commencé à être étudiée de cette manière, avec une machine qui calcule sur des représentations visuelles, la prise de décision, la physique naïve, le contrôle moteur, et tous ces autres domaines qui constituent l'ensemble des sciences cognitives. Alors, quelle est l'idée technique fondamentale ? Ici, il doit y avoir une diapo qui a sauté, alors je reste un instant ici sur celle-ci. L'idée fondamentale est que cette petite machine computationnelle consiste de 2 facteurs pour le langage. Il y a des inventaires, donc il y a des ensembles de propriétés, donc un lexique. Savoir une langue veut dire avoir un lexique, évidemment, avoir mémorisé des mots, et des mécanismes computationnels, des mécanismes pour mettre ensemble les mots et former des structures plus larges. Ces mécanismes doivent, de manière essentielle, être récursifs. La récursivité est la propriété fondamentale qui permet de résoudre le problème de Humboldt, donc de faire un usage infini d'un ensemble fini d'objets. C'est quoi la récursivité ? C'est le fait qu'un certain système de règles peut se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat. Et de cette manière, on crée des boucles qui permettent d'engendrer une infinité de structures. Voilà, quelle est la règle récursive fondamentale ? Il y a eu des longues discussions, des décennies de débats en linguistique sur la nature des procédures récursives. On a fait plusieurs hypothèses, mais avec le programme minimaliste dans les années 90, on est arrivé à la conclusion que le processus récursif fondamental est le plus simple imaginable, fondamentalement. Un processus qui dit prends 2 choses, par exemple un élément A et un élément B du lexique, mets-les ensemble, tu as formé une petite structure de ce type, et cette structure ainsi formée peut à son tour être soumise à la même opération. On peut prendre un autre élément D, par exemple, et l'assembler avec cette petite structure, et on peut continuer comme ça, indéfiniment. Donc, caractère récursif de cette opération, qui est appelée merge en anglais. Après quelques discussions, on a décidé de traduire ça en français comme assemblage.
Donc on fait un assemblage de deux choses fondamentalement, merge. Une traduction qui est souvent utilisée en français est fusion, n'est-ce pas, fusion de deux éléments. J'ai préféré ne pas utiliser ce terme parce que la fusion me semble évoquer un produit où les éléments qui sont soumis à la fusion perdent leur identité en quelque sorte. Tandis que là, c'est le contraire. A et B gardent totalement leur identité. Ça, c'est même totalement essentiel. Il y a un principe de conservation, en effet, qui dit que A et B ne peuvent pas être ultérieurement manipulés quand on crée cette configuration et gardent toutes leurs propriétés. Donc, pour cette raison, on a choisi le terme un peu plus neutre d'assemblage. Donc, assemblage A et B crée cette structure et cette configuration est évidemment récursive parce que, par exemple, on peut assembler un verbe et un nom, rencontrer et Pierre, et former une entité verbale, un syntaxe verbal, rencontrer Pierre. Ensuite, cette entité peut être assemblée avec un marqueur de temps, par exemple de futur proche, donc va rencontrer Pierre. Tout cela peut être assemblé avec une expression nominale qui sera le sujet, Marie va rencontrer Pierre. Ça, c'est une phrase complète, mais une phrase complète peut devenir le complément d'un verbe plus haut. Donc, tout cela peut être assemblé avec ce qu'on appelle un complémenteur. Un complémenteur, une particule qui transforme une phrase en complément possible. Donc, que Marie va rencontrer Pierre. Et puis, ça peut être sélectionné par un verbe supérieur. De cette manière, on obtient une phrase complexe par des pas successifs. Jean a dit que Marie va rencontrer Pierre, qui, à son tour, peut être un élément d'une phrase encore plus grande, n'est-ce pas? Par exemple, Antoine pense que Jean a dit que Marie va rencontrer Pierre, et ainsi de suite. On peut continuer de cette manière indéfiniment grâce au caractère récursif de l'opération d'assemblage. Voilà. Donc, on voit maintenant la relation entre procédure récursive et caractère hiérarchique de structure, n'est-ce pas? Si la construction des structures se fait par l'assemblage récursif, les structures qui en résultent sont organisées hiérarchiquement, d'une manière qui reflète les applications successives de l'assemblage, comme on a vu dans le petit exemple. Donc les structures créées par l'assemblage sont nécessairement hiérarchiques. L'opération qui est à la base du caractère illimité du langage détermine aussi l'organisation hiérarchique, etc. Et à partir de représentations de ce type, on peut définir des relations de ces commandes, par exemple, dont on a vu le rôle essentiel dans l'interprétation. Donc, par exemple, le sujet, c'est commande l'objet, mais pas vice-versa. Le sujet de la principale, c'est commande le sujet de la phrase subordonnée, mais pas vice-versa, ainsi de suite. Donc, on peut définir toutes les relations hiérarchiques qui sont essentielles pour déterminer la forme et l'interprétation de la phrase. Voilà. Réfléchissons un instant sur ce type de système. Et une réflexion qui est toujours importante, que nous devons faire à chaque étape, est: est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut concevoir que notre connaissance du langage ne fonctionne pas comme ça, ne fonctionne pas comme une machine computationnelle, mais autrement? Quelle serait une alternative possible? Il faut toujours faire ce type de réflexion, évidemment. Quelle pourrait être une alternative possible? Par exemple, on pourrait penser, mais on va abandonner tout de suite cette possibilité, que c'est simplement une question de mémoire. Nous avons une très bonne mémoire, n'est-ce pas? Nous sommes capables de nous souvenir de toutes sortes de choses. Donc, peut-être nous entendons des phrases que les autres disent, nous les mémorisons des fragments. Ensuite, il y a un système pour récupérer dans ce stockage de structures qui serait énorme, évidemment. Certains exemples, nous pouvons les récupérer, nous pouvons les réutiliser, etc. Est-ce que nos capacités linguistiques pourraient éventuellement fonctionner comme ça, sans qu'il y ait une véritable computation d'une structure spécifique?
La réponse est non. Clairement, si on pense, si on est d'accord avec Descartes, Galilée, Humboldt, Chomsky, etc., qu'il y a cette capacité d'aller au-delà de ce qu'on entend, il est clair qu'un modèle purement en termes de mémoire ne suffirait pas à exprimer cet aspect, n'est-ce pas? Donc, ce type de modèle ne serait pas adéquat. En effet, personne ne propose exactement ce type de modèle, qui est carrément inadéquat. L'idée de la simple mémorisation ne suffit pas, manifestement. Il y a néanmoins des approches qui proposent des alternatives à l'approche computationnelle en faisant des hypothèses spécifiques et sur l'attitude de l'apprenant et sur les capacités à généraliser des adultes. Nous considérons ces approches. J'ai à l'esprit en particulier ce qu'on appelle l'approche néoconstructiviste, appelée aussi item-based en anglais, usage-based, donc fondée sur l'usage, fondée sur l'item individuel. Une approche qui est liée à une personnalité très influente en psychologie, en plusieurs domaines de la psychologie, en effet, qui est Michael Tomasello, psycholinguiste ou psychologue américain. Donc l'hypothèse que Tomasello fait est que le jeune enfant, initialement, mémorise des fragments. Donc le modèle de la mémoire vaut pour l'enfant au début de l'apprentissage. Et dans sa première production, il reproduit simplement ce qu'il entend. Et Tomasello dit « This pattern persists in most cases until around the third birthday ». Donc, jusqu'à l'âge de 3 ans, les choses marchent comme ça. L'enfant entend une chose, il la répète, éventuellement récupère ce qu'il a mémorisé, mais il n'y a pas vraiment de grammaire abstraite. Donc, selon ce type d'approche, c'est seulement plus tard que l'enfant développe une connaissance grammaticale abstraite de la langue qui lui permet de maîtriser des structures nouvelles. Donc, on peut s'interroger, est-ce que c'est effectivement comme ça? Est-ce que le tout jeune enfant est effectivement si conservateur? Il ne fait que répéter ce qu'il entend. En effet, si on regarde bien, je crois que des formes importantes de productivité dans la production enfantine suggèrent que l'enfant va au-delà de la simple reproduction de ce qu'il entend. Ici, je voudrais citer un travail intéressant d'un mathématicien, Charles Young, qui a participé, entre autres, à notre colloque de l'année passée sur langage, cerveau et ordinateur. Donc certaines parmi vous peut-être ont eu l'occasion de l'entendre à cette occasion. Donc Charles Young, dans un papier au titre assez ambitieux, Ontogeny and Phylogeny of Language, il propose une critique, en effet, de l'approche de Tomasello en observant la chose suivante. Il observe que, en faisant une étude de corpus, déjà au stade de 2 mots, donc quand l'enfant fondamentalement, la plupart de ses énoncés n'ont que la longueur de 2 mots, donc c'est vraiment le début de la combinatoire. Même à ce stade, l'enfant produit une variété de combinaisons qui est plutôt compatible avec l'hypothèse que l'enfant a déjà développé une grammaire, plutôt qu'avec l'hypothèse qu'il reproduit simplement ce qu'il entend. En particulier, le cas que Charles Young a étudié en détail est celui des combinaisons déterminant-nom, article-nom. Donc l'enfant, par exemple, entendra des combinaisons comme la foudre, une grotte, c'est des termes qui ne sont pas très fréquents, donc il est probable que l'enfant les entende une seule fois, mentalement, supposons dans les premières années de la vie. Est-ce qu'il répète fondamentalement ces combinaisons, ou bien il généralise et il postule donc une règle de type 1, assembler déterminant et nom, donc mettre ensemble un déterminant et un nom, ce qui prédit non seulement ce que l'enfant a entendu, mais aussi d'autres combinaisons possibles. Donc, non seulement la foudre, une grotte, mais aussi une foudre, la grotte, par exemple. Donc, toutes les combinaisons possibles de déterminants et nom. Eh bien, Young donne une analyse détaillée
du corpus de production enfantine et indique que l'enfant, cette analyse indique que l'enfant généralise au-delà de ce qu'il entend. Ce qui rend l'article de Young particulièrement intéressant est qu'il fait une comparaison entre l'enfant et les productions d'un individu qui s'appelle Nim Chimpsky. Alors, ça vous rappelle quelque chose, peut-être, Nim Chimpsky, c'est le nom d'un chimpanzé auquel on a appris des éléments d'une langue naturelle. On peut discuter sur le bon goût de cette décision de baptême, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, Nim, un jeune chimpanzé, a appris des aspects d'une langue naturelle. Il n'a pas appris une langue orale. C'est très difficile pour les primates non humains de produire les sons articulés avec tous les détails qui sont nécessaires pour la langue naturelle. Mais les primates sont assez bons avec la gestualité, avec les mains, et donc ils arrivent à apprendre assez bien un certain nombre de signes d'une langue des signes. Donc Nim a appris une bonne centaine de signes de l'American Sign Language et il a produit des milliers ou des dizaines de milliers de combinaisons qui ont été répertoriées. Donc ce que Young fait, c'est d'étudier ce corpus de production. Alors, le résultat auquel il arrive est que Nim falls considerably below the expected diversity of a rule-based system. Donc, les combinaisons sont bien en dessous de la diversité attendue s'il avait un système de règles. Donc, la conclusion à laquelle il arrive est cohérente avec l'analyse de vidéos qui avait été menée par les organisateurs du projet, Terrace, Petito et d'autres, Bever par exemple. Et donc, conclusion selon laquelle Nim ne suivait qu'une imitation par cœur plutôt qu'une grammaire genuine. Donc, il reproduisait simplement ce qu'il attendait. Voilà, dans ce système de représentation choisi par Young, on voit dans cette première figure que les corpus de production naturelle dans le corpus de Childes c'est un corpus accessible de production naturelle où on peut avoir des échantillons de production naturelle de plusieurs langues du monde. C'est extrêmement utile. Donc là, Young a regardé l'anglais fondamentalement. Vous voyez que tous ces corpus se situent sur la diagonale de ce schéma, ce qui indique dans son système de représentation que les productions enfantines arrivent au niveau de productivité qui est prédit par une grammaire qui dit, par exemple, assemble cet élément avec cet autre élément. Tandis que la distribution des productions de Nim est beaucoup moins régulière, comme vous voyez dans ce deuxième schéma. Conclusion de Charles Young, l'enfant postule des règles générales, tandis que le chimp, qui a appris plusieurs signes de la langue américaine de signes, donc la capacité d'apprendre un signe abstrait qui correspond à un certain concept ou à un certain état de choses, est tout à fait au niveau de ses capacités cognitives, mais c'est la capacité combinatoire qui lui manque. Donc le chimp ne fait que répéter ce qu'il a entendu, plutôt que bâtir un système de règles combinatoires productives. Voilà, ici, il y a un peu trop d'informations, je crains, mais on va se concentrer juste sur un détail. Ici, c'est un travail qui a été fait par plusieurs auteurs, dont Roger Levy. Roger Levy aussi était un des invités de ce colloque de l'année passée que j'avais organisé avec Stan Dehaene et Stéphane Mala sur les ordinateurs, le langage et le cerveau. Donc, dans ce papier, Roger Levy, qui est un très bon linguiste informaticien,
ils font une critique de l'étude de Charles Young, et ils observent que peut-être une étude vraiment fiable de productivité exigerait des corpus à plus haute densité. Les corpus de Childs, qui sont très utiles pour les linguistes, aussi parce qu'il y a une quantité raisonnable de données. S'il y en avait beaucoup plus, on aurait besoin de méthodes de l'intelligence artificielle pour faire ressortir des généralisations, tandis que là, on y arrive assez directement. Les corpus de Childs, typiquement, impliquent, supposons, 1 heure d'enregistrement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, etc. Mais donc, ce que ces auteurs disent, on aurait besoin de high density corpora, donc des corpus à une très grande densité pour bien calculer ce que Young essaye de calculer. Et donc, il regarde en particulier un corpus qui a une densité extrême. Donc, ce corpus, qui s'appelle Speech Home, couvre la période de 9 mois à 25 mois dans la vie d'un seul enfant, et il contient des vidéos et des enregistrements vidéo et audio qui correspondent à 70% des heures de veille de l'enfant. Donc, plus que la moitié de la vie de l'enfant est reproduite dans ces types de corpus. Alors, il y a plusieurs projets de ce type maintenant qui permettent de voir vraiment quel est l'ensemble d'expériences qui est présenté à un enfant particulier. Ce que je vous demande, c'est ici de simplement vous concentrer sur cette ligne presque verticale qui est le développement qui correspond à ce corpus. Donc, ces auteurs disent, donc c'est la ligne en céladon, ici, encerclée. Ce que les auteurs disent, the study, donc ce study fondé sur Speech Home, provided evidence for a low initial level of productivity. Donc, au début, la productivité n'était pas très grande, followed by a rapid increase starting around 24 months. Je dirais même extremely rapid increase. Donc, vous voyez que c'est presque vertical ici. Donc, l'enfant, très, très rapidement, arrive à la productivité. Donc, ce qu'on pourrait dire en considérant ce résultat est qu'après tout, Tomasello pouvait avoir raison pour les toutes premières phases de l'apprentissage. Mais immédiatement, le processus de généralisation démarre. Et il va très, très rapidement. Il va extrêmement rapidement. Et on arrive très rapidement à la situation qui est décrite, en effet, par Charles Young. Donc, d'une productivité qui est compatible avec l'idée que l'enfant a créé une grammaire, donc a déjà un système de calcul des structures. Voilà. Donc, gardons ça à l'esprit en ce qui concerne les phases initiales. Mais évidemment, une approche comme celle de Tomasello, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit sur le fait que les adultes, clairement, sont capables de créer des structures nouvelles? Sur quoi l'adulte peut-il se baser pour construire des structures? Bien, l'approche computationnelle, on sait très bien sur quoi il va se baser, sur la grammaire qui a des caractéristiques récursives. L'alternative qu'on peut envisager, qui est souvent envisagée par exemple, ces points de vue, comme le néoconstructivisme, est que les enfants plus grands et les adultes créent des phrases nouvelles par des généralisations analogiques. Généralisations analogiques à partir de fragments mémorisés. Donc, on mémorise des fragments, et puis il y a ce mécanisme de généralisation analogique qui permet à l'enfant plus grand et à l'adulte de maîtriser des phrases qu'il n'a pas entendues. Alors, est-ce que cette possibilité est une possibilité, en effet, qu'on peut entretenir? À mon avis, l'idée que le mécanisme crucial, un mécanisme de généralisation analogique, n'est ni vraie ni fausse. Elle peut acquérir un contenu seulement
si nous essayons de la préciser et de la rendre opérationnelle. Autrement, la notion aussi vague que la notion de généralisation analogique ne fait pas de prédiction empirique précise, donc on ne peut pas vraiment la tester. La question empirique cruciale, qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle on va revenir rapidement, c'est de comprendre pourquoi certaines généralisations analogiques concevables sont toujours faites par les apprenants et par les adultes, tandis que d'autres généralisations analogiques, a priori concevables, ne sont jamais prises en considération. Donc il doit y avoir une force interne qui guide le locuteur à toujours faire certaines analogies et à écarter d'autres analogies. Mais dès que nous essayons de comprendre cette force interne, nous sommes ramenés à investiguer la nature d'un système computationnel qui permet certaines computations et qui interdit d'autres computations. Et tout le poids de l'explication se déplace sur cet aspect. Reconsidérons très brièvement le cas des anaphores et des pronoms. Donc le voleur se reconnaît dans la photo, le voleur le reconnaît dans la photo, propriété interprétative claire. Si nous prenons les phrases plus complexes, le témoin qui a vu le voleur se reconnaît dans la photo, le témoin qui a vu le voleur le reconnaît dans la photo, l'interprétation de ce et de le change complètement. Nous avons déjà vu cela. Mais si vous regardez la partie encerclée dans ces deux exemples, les deux parties encerclées sont identiques aux exemples simples. Donc pourquoi on n'interprète pas les phrases complexes en analogie sur les phrases simples? Pourquoi on ne superpose pas exactement la même interprétation? Nous savons quelle est la réponse. La réponse est que nous devons bâtir des constructions, des structures hiérarchiques, et sur les structures hiérarchiques, la similarité entre ces parties encerclées ou encadrées et les phrases simples, évidemment, est totalement illusoire, parce que dans les structures hiérarchiques, vous voyez que les relations de ces commandes, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes, tandis que le voleur se commande ce dans l'exemple simple, le voleur ne se commande pas ce dans l'exemple complexe. Donc, l'analogie purement linéaire est écartée automatiquement si nous sommes forcés d'associer des représentations hiérarchiques à ces structures. Mais vous voyez, le facteur fondamental de l'explication ici est déplacé de la notion d'analogie à la force interne qui nous amène nécessairement à développer des structures hiérarchiques de cette sorte. Voilà, je voudrais conclure aujourd'hui en parlant de certaines formes de créativité grammaticale qu'on observe chez l'enfant, où on voit très bien que l'enfant ne se contente pas de reproduire ce qu'il entend, mais il crée des structures qui ne sont pas attestées dans la langue cible. La propriété intéressante de ces structures, de cette créativité grammaticale enfantine, est que ces structures sont souvent attestées dans d'autres langues. Donc c'est comme si l'enfant était en train d'explorer un espace grammatical et chercher quelque chose qui ne se trouve pas, disons, identifier des possibilités qui ne se trouvent pas dans la langue cible, mais des possibilités qui sont en effet attestées dans d'autres langues possibles. On peut repenser ici à l'expérience de Moro sur les règles possibles et les règles impossibles. Je voudrais citer deux exemples de cette sorte, puis on laissera quelques minutes pour la discussion avant le séminaire de Judith. Voilà, donc reprenons un cas qui a été discuté par Rosalind Thornton dans l'acquisition de l'anglais. Ce qu'on observe dans l'acquisition de l'anglais est que l'enfant apprend assez rapidement, donc à l'âge de 3 ans, il a fondamentalement appris que l'inversion est obligatoire avec des éléments interrogatifs comme comment, quand,
qui, par exemple. Et donc on trouve dans les corpus de production naturelle des structures comme How did Tweety get maked? Remarquez la morphologie assez spéciale qui est utilisée par les enfants. When will we, etc. Who was it that, etc. Vous voyez qu'avec ces éléments interrogatifs, ce qu'on appelle des éléments WH en anglais, il y a l'inversion. L'enfant a appris qu'il faut invertir. Mais il y a une exception assez systématique qui est pourquoi. Avec l'élément pourquoi, l'enfant ne fait pas systématiquement l'inversion. Donc on trouve des phrases vers l'âge de 3 ans comme why the pig, donc le sujet, got eaten, remarquez aussi la morphologie assez spéciale, etc. Donc systématiquement, il y a un délai dans l'apprentissage de l'obligatoriété de l'inversion avec pourquoi par rapport aux autres éléments WH. Alors ici, l'enfant explore une possibilité qui est en effet utilisée par plusieurs langues. Il y a plusieurs langues où, effectivement, on fait l'inversion obligatoirement avec d'autres éléments WH, mais pas nécessairement avec pourquoi. L'italien étant l'une de ces langues. Alors ici, vous voyez les résultats de l'étude de corpus de Thornton, obligatoriété d'inversion avec des éléments comme who, what, how, etc., tandis que l'inversion est beaucoup plus faible avec pourquoi. Alors je disais, on avait observé ça, par exemple, Labov, William Labov, que vous connaissez peut-être comme un grand sociolinguiste, avait étudié cette propriété. Il avait observé aussi que l'obligatoriété de l'inversion avec why, avec pourquoi, est beaucoup plus tardive. Voilà. Il y a des langues où ça fonctionne exactement comme ça, comme l'italien. Si vous formez une question avec un élément interrogatif comme où, comment, etc., l'inversion est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas dire dove Gianni va. Vous devez dire des choses comme dove va Gianni avec l'inversion, avec le verbe qui monte. Come Gianni parle, c'est pas bon, come parle Gianni. Mais avec pourquoi, perché Gianni parte, parfaitement possible. Parfaitement possible. Okay? Donc, pourquoi est isolé dans l'ensemble des éléments WH. Donc, ce qu'on constate chez l'enfant est qu'il explore la possibilité italienne, en quelque sorte. C'est-à-dire, puisqu'il y a vraisemblablement une pression pour essayer de limiter l'inversion autant que possible, avec un élément comme pourquoi il envisage cette possibilité, il l'utilise systématiquement. L'explication de cela exige une analyse cartographique du système du complémentaire, hein, donc où l'élément qui était représenté comme C dans les exemples précédents est en effet beaucoup plus complexe. Et on voit dans ces représentations éclatées que pourquoi utilise une position différente par rapport aux autres éléments WH, ce qui est en relation avec le fait que l'inversion n'est pas obligatoire. On reviendra sur ces questions, mais je voudrais peut-être conclure en parlant d'un autre type intéressant de créativité enfantine, et puis conclure pour aujourd'hui, qui a été remarqué dans des travaux récents de Adriana Belletti avec ses collaborateurs. Ce que Belletti a essayé de faire, c'était d'éliciter ou d'induire la production de structures complexes de manière inhérente, de type syntagme nominal objet antéposé, syntagme nominal sujet, verbe. Donc la cible qu'on essayait d'induire chez les enfants était quelque chose comme l'orso, il coniglio, l'oveste. Donc l'ours, le lapin, la bille, fondamentalement, ce genre de structure. On sait que ces structures sont problématiques pour les enfants parce qu'il y a un problème de localité. Vous voyez, il y a un élément nominal qui doit traverser un autre élément nominal avec des caractéristiques analogues, et ça, on sait, pose des problèmes très importants pour l'enfant. Alors, ce que Belletti et associés ont découvert est que dans cette situation d'élicitation, les enfants marquent
l'objet antéposé avec la préposition a. Donc il différencie cet élément du sujet en le marquant par la préposition a. Donc ils produisent des structures comme all'orso il coniglio lo veste. Donc à l'ours, le lapin l'habille fondamentalement. Alors ce marqueur A nous rappelle quelque chose. Il y a un phénomène très connu qui est le marquage différentiel de l'objet. Il y a des langues comme l'espagnol où certains objets sont marqués par la préposition a, effectivement. Et donc ce phénomène nous rappelle quelque chose qui existe dans certaines langues. Mais en italien standard, on n'a pas ce phénomène. Ou bien ce phénomène est extrêmement limité seulement à certaines formes pronominales. Par exemple, s'il y a un pronom de première ou deuxième personne, il y aura ce marqueur a qui apparaîtra. Donc, par exemple, a te non ti ho visto, c'est la forme qui serait produite en italien colloquial normal, pour ainsi dire. Mais on n'a pas du tout ce type de phénomène avec des expressions nominales comme l'ours, le lapin, etc., etc. Alors l'enfant introduit ce type de propriété pour différencier l'objet du sujet et arriver à gérer ce type de structure autrement problématique. Vous voyez que dans ce type de configuration, NP, NPV, presque 90% des objets antéposés ont ce marqueur. Donc, Belletti et al. Observent que ce marqueur est là quand on antépose l'objet, mais pas quand l'objet reste en position objet. Donc là, on n'a pas ce marquage parce qu'on n'a pas besoin de ce type de différenciation. Et elle observe aussi qu'on trouve ces propriétés dans certaines langues adultes. Par exemple, l'espagnol médiéval, l'espagnol représenté par le poème du Cid, avait exactement cette propriété. Donc, élément objet antéposé marqué par A, mais objet en position objet sans marquage par A. Donc, on retrouve une propriété qu'on a dans d'autres langues. Donc, concluons pour aujourd'hui. L'enfant est confronté à certaines difficultés syntaxiques, par exemple des difficultés de localité. Et dans cette situation, l'enfant invente des solutions qui ne sont pas testées dans la langue cible. Mais ces innovations ne sont pas sauvages, ne sont pas linguistiquement arbitraires. Elles reflètent souvent des solutions grammaticales adoptées dans d'autres langues adultes. Donc l'enfant explore l'espace des possibilités grammaticales bien au-delà de ce qu'il entend. Et ces exemples de créativité enfantine montrent cet aspect extrêmement intéressant de l'acquisition du langage. Bien, alors j'avais encore quelque chose, mais je voudrais laisser le temps pour une transition au séminaire de Judith. Donc je m'arrêterai là. S'il y a des questions, on peut faire quelques minutes de discussion.